Ok, magnifique. Ce soir, ça va être le meilleur tutoriel DeFi. Vous pouvez pas trouver mieux ailleurs. Je vais tout vous faire de A à Z. Je vais vous montrer toutes les techniques. Non, je vais pas vous montrer toutes les techniques possibles, mais on va essayer d'en faire le plus possible en tout cas. On va voir plein de choses ce soir. Des bridges, des DEX, des agrégateurs de DEX. Ça va être la folie. Mais avant ça, j'ai sélectionné quelques petites news croustillantes. Qu'est-ce qui s'est passé sur la DeFi cette semaine? Alors, il s'est passé pas mal de choses, mais l'histoire la plus drôle, c'est évidemment celle-ci. Celle de Mango Market. Bon, vous en avez sûrement entendu parler. Mango Market a subi une attaque à 114 millions de dollars. Ils ont perdu 114 millions de dollars. Deuxième épisode, rebondissement sur la DAO du projet, sur l'organisation décentralisée du projet. Il y a un vote pour est-ce que le hacker rend tant de millions de dollars et en garde tant. Donc il devait laisser 47 millions de dollars au hacker et rendre 67 millions au protocole. Ce qui est abusé comme chiffre, hein, sincèrement, il se garde une putain de part pour lui. Bref. Étonnamment, le vote a été accepté à genre, voilà, on a le pourcentage ici, quasiment 97%. Mais le plus drôle, en fait, c'est que le hacker, il avait une très grosse majorité des tokens Mango à ce moment-là. Donc, forcément, c'était facile d'accepter pour lui. Hein, il n'allait pas trop dire non, garder 47 millions de dollars, c'est quand même plutôt pas mal. Donc, c'est comme si vous étiez le gérant d'un magasin et que vous avez volé votre propre magasin. Bah voilà quoi. C'est ouf. Du coup, le hacker visiblement a bien rendu les sous-sous, son identité a été révélée, tout ça. Et normalement, théoriquement, il ne devrait pas être poursuivi judiciairement. J'ai fait un thread sur Twitter. Tac, ça ressemble à ça. Peut-on faire confiance aux données de CoinGecko et CoinMarketCap? En fait, j'ai eu l'idée de faire ce thread par rapport à un token qui s'appelle le MDX. Alors récemment, on a eu pas mal de mouvements de ce côté-là. C'est le fameux pump and dump, j'en ai parlé plus d'une fois. Il y a eu un gros pump, le truc est passé, il stagnait autour de 6-7 centimes. Il est monté à plus d'une vingtaine de centimes. Bon, là, il a fait un peu le yo-yo, il est autour de 15 centimes, enfin 17 plutôt même exactement. Peu importe en fait le prix qu'il a, peu importe. Le plus intéressant par rapport à ça, par rapport à ce que je vais vous apporter, c'est les données qu'on peut trouver sur CoinGecko. J'avais été prendre un screen de la circulating supply, donc du nombre de MDX en circulation sur CoinMarketCap, donc c'était autour de 924 millions. Si on va sur CoinGecko aujourd'hui, c'est à peu près la même valeur, ça n'a pas changé. Ok, donc d'après ces sites, il y a cette quantité de MDX. Faut pas blâmer CoinMarketCap et CoinGecko par rapport à ça, par rapport à ce qu'on va voir. La valeur, il la récupère grâce à un API, donc c'est totalement automatisé. Mais ce qui est un peu dommage, c'est qu'on vous dit qu'il y a 924 millions de MDX en circulation, mais il n'y a pas plus de détails que ça. Et ça va être assez intéressant parce qu'on peut, grâce à la blockchain, avoir des détails justement. Donc le MDX, il est sur deux blockchains, la Binance Smart Chain et la UOB EcoChain. Sur la BSC, il y a 334 millions de MDX. Sur la UOB EcoChain, il y en a 718 millions. Donc si on additionne tout ça, je l'ai écrit dans le tweet, ça nous fait 1052 millions. On est loin des 924 millions de MDX qui est en circulation. Donc je me suis creusé les méninges. Comment ils font en fait MDEX pour dire qu'il y en a 900 millions et des poussières? Alors, le premier truc assez évident, c'est les adresses de burn. Elles sont faciles à trouver, elles terminent par dead. Et j'en ai trouvé qu'une, c'est sur la Binance Smart Chain, mais c'est 25 millions et des poussières de MDX. Donc ça fait toujours plus de 1 milliard de MDX en circulation. Et là, je me suis dit, il y a un souci en fait. MDX, c'est des menteurs, il y a plus d'1 milliard de MDX en circulation. Comment ils font MDEX pour dire qu'il y en a 900 millions et des poussières? Eh ben en fait, sur MDEX, comme sur PancakeSwap, comme sur plein d'autres sites, il y a un système pour bloquer ces cryptos, bloquer ces MDX. Et si on soustrait les MDX qui sont bloqués, donc là on peut les voir, hein. Il y en a au total sur la UOB EcoChain plus de 10 millions de dollars qui sont bloqués. Si on fait, il y avait quoi, 10,7 millions, donc ça fait 10,7 millions de dollars, ça fait 63 millions de MDEX. Donc en gros, j'ai regardé combien il y avait de MDX de bloqués sur les deux blockchains, et si on soustrait ça, il y en a à peu près 100 millions, donc on retombe en fait sur la valeur qui est affichée sur CoinGecko et CoinMarketCap. Mais il y a deux problèmes par rapport à ça. Il y a un problème que j'ai pas dit dans le thread. Le premier problème déjà, c'est que c'est pas expliqué en fait sur CoinGecko, CoinMarketCap pourquoi on a cette valeur. En réalité, il y en a plus en circulation parce que si ça bouge pas d'ici un an,
il y aura 100 millions de nouveaux MDEX enfin même pas de nouveaux MDEX, il y aura 100 millions de MDEX qui seront remis en circulation. Le premier problème, c'est que c'est pas expliqué sur les sites. Le deuxième problème, c'est que les 100 millions de MDX, ils sont pas bloqués à vie, ils seront remis en circulation tôt ou tard. Et du coup, dans le thread, j'avais mis un autre truc qui était assez marrant. J'avais trouvé un token aussi qui s'appelait Honey, et là il y avait un autre problème, c'est la quantité qui est en circulation. Donc quand on va sur CoinGecko, ça nous met qu'il y a 75 millions de Honey en circulation, et ça nous met les détails de comment on arrive à cette valeur. Donc de base, il y a 99, quasiment 100 millions de Honey qui sont créés, mais il y en a 15 millions et des poussières sur une adresse de burn. Et 57 000 sur une adresse de développeur. Bref, si on soustrait tout ça, on arrive donc à 75 millions. Non, pas du tout. On arrive à 84 millions et des poussières. Donc même par rapport à ça, CoinGecko arrive à faire n'importe quoi. CoinMarketCap, ils sont en roue libre là sur le Honey. Je sais pas d'où ils arrivent à sortir cette valeur de 46 millions. Incompréhensible. CoinGecko, CoinMarketCap, c'est des outils super cool, mais c'est quand même pas con d'aller voir un petit peu plus loin, d'essayer de comprendre les données qu'on a sur ce genre de site. Voilà. Petit aparté sympathique. Donc, première étape, installer un wallet DeFi. Moi, je vais utiliser Rabby, mais vous avez MetaMask, vous avez Frame, vous avez XDeFi, vous en avez plein. Vous vous démerdez, vous trouvez celui qui vous intéresse et vous le téléchargez. Donc moi, je vais télécharger Rabby sur Chrome. Donc hop, c'est parti. Ajouter à Chrome, ajouter l'extension. Et voilà, ça y est. C'est comme par magie, c'est déjà là. Merde. Alors je vais l'épingler parce que cet abruti il s'épingle pas tout seul. C'est magnifique, j'ai Rabby, j'ai plus qu'à le setup. Là je dois rentrer un mot de passe. Je vais choisir un mot de passe pas très compliqué, je pourrais le changer plus tard. C'est pas un souci. Là je demande maintenant comment je me connecte, comment je récupère un wallet. Il y a plusieurs façons. Donc soit vous créez une nouvelle adresse si vous n'avez pas déjà de wallet. Il n'y a aucun souci par rapport à ça, vous avez totalement le droit. Soit vous vous connectez déjà avec un wallet qui existe. Alors ça peut être un wallet physique, genre Ledger, OneKey, Trezor, plein d'autres que je ne connais pas. Ça peut être un autre wallet, pas hardware, un autre wallet comme Rabby, du coup logiciel. Vous pouvez du coup vous connecter avec ce wallet sur Rabby. Peut y avoir un intérêt à faire ça, mais pour le coup, moi je ne vais pas utiliser cette fonction aujourd'hui. Moi, je vais importer un wallet parce que comme je vous ai dit, j'ai ma clé privée et la façon du coup de mettre mon wallet sur Rabby avec la clé privée, c'est d'importer. Donc je vais choisir importer et là j'ai trois manières d'importer. Alors soit c'est avec un key store, c'est un fichier en fait. Je sais plus en quoi c'est en .json je crois. Peu importe, parce que je vais pas faire comme ça. Vous avez la seed phrase aussi, c'est la fameuse phrase de 12, 24 mots, où des fois il y a un autre nombre de mots, je sais plus combien c'est, je crois que c'est genre 25, vous pouvez avoir un mot en plus. Bref, peu importe, vous ajoutez votre phrase. Moi, comme j'ai dit, c'est bien la clé privée, donc je vais vous montrer tant qu'à faire aussi comment on la récupère sur MetaMask, votre petite clé privée. Donc, vous allez sur votre wallet, comme par magie, vous allez sur les trois petits points, détail du compte, et là vous faites exporter la clé privée. Alors ça c'est un wallet de test, donc n'envoyez rien dessus évidemment. Quand vous cliquez sur exporter la clé privée, ça vous demande votre mot de passe. Donc je vais rentrer mon mot de passe, je vais récupérer ma clé privée et je vais l'ajouter sur Rabby. Voilà, donc évidemment je fais ça avec un vrai wallet que je vais utiliser après, donc je vous montre pas. Sinon ça va être un petit peu embêtant en vrai. Si je laisse genre 5-10 balles sur le wallet et que je vous donne la clé privée, ça peut être rigolo, C'est magnifique, j'ai même déjà quelques petites cryptos, mais ça on s'en fout. Partons du principe qu'il n'y a que dalle sur mon wallet. Il y a, en général, de toute façon, j'ai des cryptos pour payer les frais de transaction sur certaines blockchains, vous voyez, pour la BNB Chain, Matic, donc Polygon, XDAI, c'est la blockchain Gnosis, là c'est la UOB Cochain, bref. C'est juste pour payer des frais. Mais partons du principe que je n'ai rien du tout sur mon portefeuille, ok ? Il va falloir du coup que je mette des cryptos dessus. Alors, pour ce soir, on va mettre des stablecoins, on va aller faire des carabistouilles avec. Je vais prendre comme la dernière fois 500$, sauf que cette fois, j'ai réfléchi. Je vais pas faire la même connerie, je vais pas faire une seule chose avec les 500$. La première chose que je vais faire, c'est que je vais les splitter, je vais les convertir en plusieurs petits paquets de 50, 100, 200$, on verra bien. Comme ça, on pourra faire plusieurs choses simultanément, parce que quand on va utiliser un bridge par exemple, on va devoir attendre. Et attendre, c'est chiant, surtout en live. Donc on va optimiser ça. Je vais me rendre sur Binance, j'ai prévu le coup, j'ai mes USDT qui sont là, et j'ai du Matic aussi. Pourquoi j'ai un petit peu de Matic ? Parce que mes USDT, quand je vais les retirer en utilisant la blockchain Polygon.
Et quand ils seront sur la blockchain Polygon, j'aurai besoin de Matic pour faire des trucs avec mes USDT, pour les bouger. Parce que sur la blockchain Polygon, on paye les frais en Matic. Je vais cliquer sur Withdraw sur l'USDT. Normalement, il n'y a pas grand chose de sensible ici. Vous devez retirer vos USDT, c'est hyper simple. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui me regardent qui l'ont déjà fait. Vous allez sur votre wallet, vous copiez votre adresse, il y a un petit bouton normalement pour le copier l'adresse plus facilement parce que la retenir de tête, ça va être un petit peu compliqué. Vous collez votre adresse, vous choisissez le réseau, vous vous trompez pas. Hein. Moi j'ai dit Polygon, donc je m'y tiens. Je choisis le réseau Polygon et ensuite vous choisissez combien vous voulez retirer. Comme j'ai dit, j'ai 500 balles moi que je vais utiliser dans cette vidéo. Alors ça veut pas dire que les 500 $ ils vont être investis, hein. Pas du tout. Je vais faire n'importe quoi avec, c'est juste pour vous montrer comment ça fonctionne. En général, quand on fait des stratégies sur la DeFi, il faut rester quand même quelques jours, voire quelques semaines, mais pas quelques mois. En général, sur la DeFi, je vous déconseille de rester quelques mois, c'est assez risqué. Donc, je vais sortir les 501 USDT que j'ai. J'aurai 20 centimes en RAB. Donc, vous cliquez sur Withdraw, vous faites votre double vérification à base de mail, de SMS et compagnie. Ça, normalement, si vous avez déjà fait un retrait, vous êtes familier. Donc j'ai retiré les USDT, je vais aussi retirer mes Matic. Là on va parler de proportion. J'ai une dizaine de Matic sur mon portefeuille, ce qui fait à peu près 10 $. En temps normal, quand la blockchain Matic Polygon n'est pas engorgée, les frais sont raisonnables, ils sont entre 1-2 centimes, peut-être un peu plus si vous utilisez des trucs compliqués on va dire sur la blockchain. Donc normalement, vous n'avez pas besoin de mettre 100 balles en Matic juste pour payer des frais. Avoir 2-3 Matic, c'est largement suffisant. Là, j'en ai une dizaine parce que vous allez voir, je vais en avoir besoin quand je vais vouloir bridger des cryptos. On en reparlera un petit peu après, mais c'est pour ça que je prends autant de Matic. Si vraiment je voulais utiliser que Polygon, je pourrais me permettre de withdraw que 2-3 Matic. Bon, normalement, j'ai plus besoin de Binance pour aujourd'hui, sauf si je veux renvoyer à la fin mes sous-sous sur Binance éventuellement. On verra bien. Sur Polygon Scan, Etherscan et d'autres sites qui terminent en scan, souvent vous avez un outil qui s'appelle Gas Tracker où vous pouvez voir en fait en direct le prix d'une transaction. En ce moment sur Polygon c'est autour de 200 GWay minimum. Le GWay normal c'est 30. Donc là une transaction coûte entre on va dire 7 et 10 fois plus cher que d'habitude. Voilà. C'est pour vous donner le niveau. En ce moment, les transactions sont trop chères sur Polygon. Donc, en plus de ça, ça ralentit un petit peu les transactions. Parce que si vous, sans faire exprès, vous arrivez dans un creux, c'est-à-dire que quand vous passez votre transaction, votre wallet, il va voir en direct le prix qu'il faut mettre. Il va voir 50 par exemple. Si d'un coup, ça passe à 200, vous, comme vous avez mis que 50 GWay, vous n'allez pas passer, vous n'allez pas être prioritaire. Vous allez devoir attendre. Donc parfois, quand le GWay est très élevé, les transactions sont plus chères et ça peut vous ralentir aussi. J'ai mes USDT, j'ai mes Matic. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc QuickSwap, comme PancakeSwap et tout, pour l'instant, dans la DeFi, c'est le principe de base pour échanger des crypto-monnaies. Il y a des pools de liquidités, donc des coffres où on va avoir 50% d'une crypto A, 50% d'une crypto B, et grâce à ces liquidités, on va pouvoir faire des échanges. Évidemment, il n'y a pas une quantité infinie de crypto dans ces coffres, donc si par exemple vous voulez échanger du Matic contre, du AAV, si dans les pools, il n'y a que 500 000 $ de AAV, vous n'allez pas pouvoir en échanger plus que 500 000. Je pourrais du coup échanger des USDT ici sur QuickSwap, c'est super, mais c'est pas optimal. Parce que il va vérifier que les liquidités qu'il y a sur QuickSwap. Quand on va faire un swap, le mieux à faire en fait, c'est d'utiliser un protocole comme 1inch. Alors on va se mettre sur la version Polygon, c'est mieux. Vu que je suis sur Polygon, on va connecter notre wallet, c'est mieux. Alors vous voyez que je choisis MetaMask, mais c'est bien mon wallet Rabi qui est connecté. On peut le voir ici, il est connecté à 1inch. C'est pareil avec la plupart des wallets. Cliquez sur le logo MetaMask. Normalement, ça devrait marcher, ça devrait connecter votre portefeuille. Si je vais en échanger 100 $, normalement, on a un ratio plus avantageux. Alors, là, j'échange du Bitcoin en assez petite quantité, donc forcément, il n'y a pas assez de chiffres après la virgule. Vous voyez que là, c'était pas préparé, vu que j'ai pris un exemple de merde. On va rajouter 2 zéros, même si je les ai pas. Donc là, on reçoit cette quantité de Bitcoin. Je vous laisse la lire dans votre petite tête. Et sur QuickSwap, voilà, 5, 1, 3, 8, 5, 1, 6. On a vite choisi l'endroit où on va échanger nos USDT contre des bitcoins. On va vraiment rester dans l'idée de échanger des cryptos. Mais qu'est-ce que vous voulez que je prenne comme crypto? ETH. Allez, je prends. Hop, on va convertir 100 $, pas 10 000, j'aimerais bien les avoir là sur le portefeuille, 100 $ en ETH, c'est parti. On va partir du principe que j'ai jamais utilisé ce wallet, donc comme je l'ai jamais utilisé, il faut que j'approuve mes USDT pour les échanger. Approuver les USDT, ça veut dire que je vais laisser le smart contract prendre dans mon portefeuille des USDT.
Sauf que, ça je l'ai déjà dit, mais un rappel ça fait jamais de mal, quand vous faites un approval, pour être sûr de ne pas vous redemander à chaque fois, le protocole va vous demander une quantité infinie de crypto à approuver. Et moi, j'ai pas forcément envie qu'ils puissent prendre une quantité infinie. Si un jour il y a un hack du smart contract et tout, et que j'ai des USDT dans mon portefeuille et qu'ils ont été approuvés justement sur ce smart contract qui est hacké, comme c'est approuvé, le smart contract hacké peut piocher dans mon portefeuille. Donc évidemment, si vos USDT sont stakés, vous risquez rien, hein, s'ils sont sur AAV ou je sais pas quoi. Mais voilà, faites attention quand même. Donc quand j'approuve, moi, quand je suis sur des blockchains qui coûtent pas cher comme Polygon, alors Polygon, ça coûte pas cher en temps normal, aujourd'hui c'est un peu cher, je mets des valeurs. Donc on va approuver, allez vous savez quoi, on va approuver $200, parce que je vais faire 2 autres swaps, confirme, on va se mettre en fast pour les frais, signe. Maintenant il faut que j'attende un petit peu et ensuite je pourrai échanger mes USDT. Voilà, ça, Polygon ça va, c'est un réseau qui passe assez rapidement, on n'est pas trop emmerdé. Confirme swap, on échange $100 en Ethereum, est-ce que c'est le bon investissement ? Je sais pas et je m'en fous de toute façon. Putain, 500 Gwei, elle me coûte 7 centimes ma transaction. De base, c'est censé coûter 1 centime à tout péter. Oh là 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 là. Bon, en parallèle, on va se rendre sur Stargate Finance et on va envoyer des USDT sur une autre blockchain que Polygon parce que ça me saoule de me taper 600 Gwei. Hein, j'ai pas que ça à foutre d'attendre 15 000 ans pour mes transactions. Donc, on va prendre 200 balles, je pense, et on va les envoyer ailleurs. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre sur Matic, USDT, et là, choisissez. Dites-moi, alors, pas Ethereum parce que c'est trop cher, pas la Binance Smart Chain parce que c'est trop cher aussi, vers quelle blockchain je vais? Est-ce que je vais sur Avalanche, Arbitrum, Optimism ou Phantom? Va sur Avalanche, je l'utilise jamais. On va partir sur Avalanche et Arbitrum, du coup vous n'avez pas choisi Phantom, bon c'est pas grave. De toute façon Phantom, en ce moment c'est un peu mort, haha, Phantom, mort. Ok. Pourquoi j'utilise Stargate comme bridge? Ça vous pouvez vous poser légitimement la question, il y a plein d'autres bridges qui existent, regardez. Multi-chain. Très connu comme bridge, très utilisé. On peut envoyer des cryptos de plein de blockchains à plein d'autres blockchains. Évidemment, on peut faire l'aller-retour Matic Arbitrum. Pourquoi je vais utiliser Stargate? Parce que là, on va aller sur Arbitrum. On va partir du principe que je n'ai pas d'ETH sur Arbitrum. De toute façon, j'ai pas l'air d'en avoir beaucoup. Ok? Imaginons que je n'en ai pas du tout. Il va forcément me falloir de quoi payer les frais là-bas. Stargate, c'est un bridge assez magique parce que quand on utilise le bridge, on va payer un petit peu plus de frais de transaction pour pouvoir récupérer justement de quoi payer les frais sur la blockchain d'arrivée. Je peux aussi choisir d'ailleurs de recevoir de l'USDC ou de l'USDT sur Arbitrum. Si je dis pas de bêtises, quand je change de stablecoin, normalement, j'y perds au change. C'est pas avantageux. Regardez, si là je perds 6 centimes en faisant cette transaction. Si je choisis l'USDC, ah non, là je perds pas. Mais je pense qu'il y a des exemples, certaines blockchains ou quoi, où des fois vous perdez un petit peu. J'ai déjà eu ce cas de figure, je le sais, approuve. Posez pas de questions, des fois dans la DeFi, vous faites un F5 et c'est bon. Regardez, là, je me suis mis sur Reddit, regardez la quantité d'USDT que ça me fait approuver. Je le mets sur Reddit, c'est même pas le nombre de dollars qui ont été imprimés cette année. C'est pour vous dire à quel point c'est élevé. Hein. Donc on confirme le nombre d'USDT, 100 parce que ah non, j'ai optimisé, je vais mettre 200 parce que j'ai dit que j'allais utiliser le bridge 2 fois. Donc on va mettre 200 directement, on approuve, et ensuite je vais pouvoir faire mes 2 transactions tranquillement. Vous payez plus de frais, donc là je vais payer 2 Matic, mais en fait ces Matic ils vont être convertis en partie en Ethereum sur Arbitrum, parce que c'est avec l'Ethereum qu'on paye les frais là-bas. On peut le voir ici, je vais recevoir cette quantité d'Ethereum qui s'est retirée évidemment au moment où je l'ai affiché, donc vous n'avez pas eu le temps de la voir. On m'a dit Avalanche. Allez, c'est parti, on envoie 100 balles sur Avalanche. Pareil, là, on n'a que 6 centimes de frais. Encore une fois, je vais me taper des frais supplémentaires en Matic, 0,6 Matic, mais au moins, j'aurai un petit peu de AVAX en arrivée. Mais là, normalement, si je veux envoyer encore 100 dollars sur Optimism, par exemple, il va me demander d'approuver. Voilà, parce que j'ai atteint ma limite. J'ai dépensé mes 200 USDT. Je dois refaire un approval si je veux réenvoyer des USDT en utilisant Stargate. Il faut voir que c'est encore en cours. Ça me met que le temps estimé c'est 20 minutes, c'est parfait, on va pouvoir aller faire des carabistouilles sur Polygon en attendant. Alors, j'ai encore 200 dollars, qu'est-ce qu'on va en faire? Je vais en mettre une partie, je vais changer de stablecoin parce que l'USDT c'est pas terrible. On va se mettre tiens, en DAI pour changer un petit peu, DAI, tac. Parfait, hein. 100 USDT, 100 DAI, nickel, confirme swap. Pourquoi encore une fois j'ai pas eu besoin de l'approuver? Parce que j'avais déjà mis une limite un petit peu plus élevée. J'ai reçu mes DAI, on peut les voir, ils sont affichés sur OneInch. Il y a une dernière transaction que j'ai envie de faire, dernière crypto que j'ai envie de bridger. Alors je suis désolé, je vous demande pas votre avis, mais vous allez être content de connaître cette stratégie. Okay, les 100 derniers USDT là qui me restent, allez go, on va tout envoyer sur la blockchain Gnosis. Donc on va tout envoyer en XDAI. Ok, j'ai 100 USDT des poussières.
il va essayer de me trouver le voyage le plus avantageux. Là, vous voyez que j'envoie des cryptos sur la blockchain Gnosis, mais est-ce que j'aurais de quoi payer les frais? Bah oui, puisque sur la blockchain Gnosis, on paye les frais en XDAI, donc je vais directement recevoir la crypto avec laquelle on paye les frais de transaction, donc je serai tranquille, j'aurai aucun souci. Il nous a trouvé plusieurs chemins, le meilleur chemin, bah, ça a l'air d'être celui-ci, donc on va le choisir. Tac, je vais envoyer 100 USDT, je vais recevoir quasiment la même quantité en XDAI. Et là, on voit que c'est un protocole qui fonctionne bien. Regardez, token approval, il met pile la quantité que j'ai choisi d'échanger. Ça, j'adore, ça, j'aime ce genre de protocole. Donc là, j'ai fait 3 transactions de bridge, donc 2 transactions sur Stargate, qui est un bridge vraiment simple. Hein. Il y a des pools de liquidité sur une blockchain A, il y a des pools de liquidité sur une blockchain B. Je dépose des cryptos dans la blockchain A et je vais les récupérer dans la blockchain B. J'en récupérerai un tout petit peu moins, il y a quelques centimes de frais. Alors si vous envoyez des très grosses quantités, on va plutôt dire quelques dollars ou quelques dizaines de dollars de frais. On a AAV du coup, et sur AAV, j'avais dit que j'allais déposer des USDC. Malheureusement, je me suis gouré, j'ai pas d'USDC, j'ai des DAI. Bah c'est pas grave, je vais aller utiliser un protocole pour convertir mes DAI en USDC. Et je vais utiliser Paraswap, Unlock This Time Only. Ah, Paraswap, ils font ça aussi. Ils vous demandent si vous voulez approuver juste la quantité que vous voulez échanger ou à l'infini. Bah c'est bien, on ne veut échanger que 100 DAI. Et on va les échanger d'ailleurs. AAV, finalement, on n'en aura pas besoin parce que la stratégie que je voulais faire sur AAV, je vais la faire ailleurs finalement. AAV, on oublie. On va aller sur Balancer, Polygon. On va faire un long sur la DeFi. C'est magnifique, en plus Bitcoin, vous le voyez en haut là. Attendez, par là, là-bas. Tac. Il est en train de baisser. Au début du live, il était à 19 300. Là, il est à 19 180. Magnifique. On va avoir un meilleur point d'entrée encore. Donc on se met sur Polygon, on connecte son wallet, le mien est déjà connecté, et on cherche la pool USDC, Bitcoin, ETH. Alors on pourrait aussi essayer de trouver une pool juste USDC, ETH ou USDC, Bitcoin, pour vraiment long que Bitcoin ou que ETH, peu importe. Là je vais vous montrer comment on peut faire un long sur la DeFi. J'en ai déjà parlé mais c'est pas grave. USDC, si en gros sur Balancer, on n'est pas obligé de déposer toutes les cryptos. On peut déposer qu'une seule des 3 cryptos. Si je dépose que des USDC, grâce à ces fameuses impermanent loss dont j'ai parlé un petit peu plus tôt, on va pouvoir être profitable dans le cas où le Bitcoin et l'Ethereum augmentent en fait. Si Bitcoin et si Ethereum augmentent, ça va déséquilibrer la pool de liquidité parce que l'USDC, lui, va pas bouger. Il est censé être stable, il est censé être toujours à 1$. Donc si Bitcoin et ETH augmentent en fait, mathématiquement dans la pool de liquidité il y aura moins de Bitcoin, moins d'ETH, mais il y aura plus d'USDC, c'est ce qui va se passer. Et du coup s'il y a plus d'USDC, ben, si vous rentrez avec 100 balles, vous allez potentiellement pouvoir sortir avec 102, 105 balles. Par contre, dans le cas où Bitcoin et ETH baissent, c'est l'inverse. Là, vous avez moins d'USDC parce qu'il y aura plus de Bitcoin, plus d'ETH et moins d'USDC dans la pool. Si là, vous y croyez, vous pensez que le Bitcoin, l'ETH va augmenter, bah, mettez que des USDC et vous pouvez comme ça long entre guillemets la DeFi. A l'inverse, vous pouvez aussi faire un short, mais là, ça va fonctionner avec le BTC ou l'ETH. Si vous pensez que le BTC va descendre, vous mettez du Bitcoin dans la pool de liquidité, que du Bitcoin, et grâce aux impermanent loss, vous allez pouvoir en profiter si jamais le prix du Bitcoin baisse. Essayez à la limite plutôt de trouver une pool avec vraiment que l'USDC et du Bitcoin si vous voulez long que Bitcoin. Un autre truc assez important, c'est de se mettre sur des projets où il y a pas mal de liquidité. Donc on a Curve, on a Balancer, qui sont 2 projets avec pas mal de liquidité et sur lesquels on peut faire ce genre de stratégie. Allez, on va long. Vous savez quoi, on va long, preview, invest, track. Comme ça, en même temps, on va laisser courir une petite stratégie entre guillemets moyen terme. 2 semaines sur la DeFi, c'est du moyen terme. Hein. Ah, pourquoi il m'a pas demandé d'approuver mes USDC? Parce que j'ai déjà utilisé ce portefeuille et j'ai déjà dû utiliser l'USDC sur Balancer et j'ai déjà dû surtout approuver une quantité infinie. Donc c'est pas grave, je vais passer mes USDC, je vais les déposer, mais je vais vous montrer comment on peut retirer, annuler un approval. Alors, on peut le faire sur Huobi, je ne sais pas si on peut le faire sur tous les wallets. Après, il y a des sites comme Unrect, je crois, qui vous permet de faire ça, ce qu'on appelle un revoke, de revoker un approval. Mais il y a un outil pour le faire directement sur Huobi, c'est vachement pratique. Donc vous allez sur Security, vous allez dans Token Approval, vous choisissez votre blockchain. Pour moi, c'était Polygon. On choisit la crypto qu'on a envie de revoker. Voilà, Revoke Cash aussi. Il y a des sites qui vous permettent de faire ça et du coup, vous pouvez vous connecter avec n'importe quelle wallet. Mais je trouve ça vachement bien que sur Huobi, ce soit directement intégré. Donc tac, vous allez dedans et on peut voir que mon USDC est approuvé sur AAV, Balancer et un truc que Huobi ne reconnaît pas. Donc je vais tout simplement faire decline pour Balancer. Hop,
Putain, 400 G-Way, sign. Heureusement, c'est un Approval, ça coûte que dalle. Voilà, mes USDC, ils sont stakés sur Balancer. Je commence à long, tout simplement, le Bitcoin et le TH. Normalement, il s'est passé 15 000 ans. On revient sur Stargate. On peut voir c'est complete. J'ai reçu mes stablecoins sur Avalanche et sur Arbitrum. Normalement, je peux le voir sur Abi. Hein. Token, magnifique. J'ai mes USDC sur Avalanche et sur Arbitrum. Alors, ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller me mettre sur Avalanche et sur Arbitrum. Alors, je vais pas me casser le cul, je vais utiliser OneInch. Sur Stargate, on a eu un petit peu de AVAX et d'Ethereum sur Arbitrum pour payer nos premiers frais de transaction, mais ça va pas être assez si on veut faire quand même une dizaine, peut-être une vingtaine de transactions sur cette blockchain. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est de prendre un petit peu de votre crypto que vous avez bridgé et d'en échanger directement contre du AVAX. Alors on va peut-être pas échanger 15 $, on va échanger pourquoi pas 1 $, j'ai dit d'USDC contre du AVAX. Hop, il faut que je l'approuve l'USDC. J'ai l'impression qu'on va avoir un souci. Je sens que j'ai pas assez d'AVAX. Putain, j'ai pas assez d'AVAX. Oh non, j'ai pas assez d'AVAX. Alors, si vous avez pas assez d'AVAX, il y a plusieurs options qui sont là pour vous. Soit vous allez sur un échangeur centralisé, vous en achetez un petit peu, vous les retirez sur votre portefeuille. Soit vous connaissez quelqu'un qui peut vous en envoyer un petit peu. Ou soit vous trouvez des faucets. Alors, je pense pas qu'il y en ait pour la blockchain Avalanche, des faucets. Mais je suis baisé. J'ai pas eu assez de... Ou alors, on peut utiliser Transferto. On peut utiliser Transferto et utiliser par exemple du Matic qu'on a sur Polygon et recevoir du AVAX à la place sur Avalanche. Genre si je veux échanger 2 Matic, est-ce que ça marche? C'est vraiment peu comme quantité, à mon avis ça va moyennement marcher. Ah, je peux recevoir quand même un peu de AVAX. Mais il me faut du AVAX sur Avalanche? Ah, ça marche pas. Ça marche pas. On va tenter Rango Exchange parce que je crois que Rango Exchange, en gros, on lui donne les cryptos et il fait les transactions. Quand on utilise Transferto, les cryptos, elles restent vraiment sur votre wallet. Putain, il me faut du AVAX. Je me suis fait avoir. Il me faut du AVAX. Pas sur Binance au pire. Non, je m'acharne. Je veux rester sur la blockchain. C'est pas grave. Ce sera chiant pour vous, mais ça va vous forger. Hein. Des fois, on n'a pas ce qu'on veut sur la blockchain. Non, il me fait passer par Pangolin, il va me falloir du AVAX. Oh, il me fait un approval. C'est faisable ou pas? C'est pas faisable. Vas-y, je vais péter un câble. Bon, c'est un échec. C'est un échec cuisant. Le problème, il vient de quoi? Stargate m'avait mis en confiance. Le truc, c'est qu'ils m'ont pas donné assez de AVAX pour que ça marche, en fait. Voilà, je me suis fait avoir. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est pas grave. Du coup, vraiment, la meilleure chose à faire, c'est soit de connaître quelqu'un qui a du AVAX pour vous en envoyer, ou alors d'en avoir sur une autre adresse, hein, ça peut servir aussi, ou alors vous en achetez sur Binance, sur FTX peut-être, sur UOB, Ascendex, plein d'autres plateformes centralisées, et vous faites un withdraw de AVAX. On va passer sur Arbitrum, on va voir s'il m'est arrivé la même chose, si j'ai pas eu assez de frais de transaction. Alors, on va essayer de swap 3 USDC, permit and swap. Ah, sur certaines blockchains, avec des stablecoins sur OneInch, on peut signer et pas faire d'approval. Ça, c'est craqué. C'est craqué parce que ça veut dire que pendant 30 minutes, je peux swap ce que je veux. Alors, en termes de risque, j'ai pas été me renseigner par rapport à ça. Je sais pas si c'est risqué, mais c'est craqué. Du coup, ça vous coûte aucun frais de transaction et vous n'avez pas le problème d'approuver une quantité infinie. Je vais exploser mon ordinateur. Je vais exploser mon écran. Je vais péter un câble. Tout était censé fonctionner. Pourquoi j'ai la poisse? Pourquoi? Je vais péter un câble. Normalement, Metamask, il casse moins les couilles. Ah non, ça a l'air d'être vraiment insuffisant de fou. Il me faut 7 quantités d'Ether, j'en ai pas assez, mais il veut pas non plus. Bon, ok, je pensais avoir une solution, mais non. Bon, c'est mort. Hein. L'argent qui est sur Arbitrum, sur Avalanche. Salut. Je me démerderai plus tard. Je vais tricher, je vais mettre de quoi payer les frais, mais ça me fait bien chier. Bref, j'ai rien foutu. Heureusement, il y a un dernier truc. On va pas se quitter sur un échec. Déjà parce que j'ai pas envie. Il y a 2 trucs qu'on va faire. J'avais dit tout à l'heure qu'on avait des Ethereum sur Polygon et que le meilleur à faire en ce moment, c'était de se foutre sur Insurace. Les Ethereum, il y a le fameux rendement de 5% et des poussières. Stake, on va mettre tous nos Ethers. Et vous allez voir, moi je connais bien déjà Insurace. Il me fait un arrondi à la con, c'est ça? Ah non, je peux pas staker, il faut un Ethereum minimum. Y a rien qui va, j'en ai marre. Ok, bon, c'est pas grave. J'ai pas un Ether? Ok, c'est pas grave. AAV. C'est pas grave. Non, si, oui. Allez, on s'en fout. De toute façon, allez, au moins ça va marcher. AAV, on dépose les Ethers. J'en ai marre, on approuve. Hop, je clique sur Balance, comme ça me met tout ce que j'ai dans mon portefeuille. On envoie.
Allez, c'est bon, ça m'a saoulé. Vous en faites pas, j'ai quand même gardé une dernière stratégie magique pour la fin. Conclusion, AAV c'est le must. Au moins avec AAV je suis tranquille. Mais en fait sur AAV on va pouvoir faire plein de stratégies différentes, avec ou sans emprunt d'ailleurs. On peut juste prêter des cryptos. Alors là si on ne prête que de l'Ethereum on a 0,07% d'intérêt. Ça vaut pas le coup, sincèrement. Si vous mettez des Ethereum sur AAV, il faut vraiment avoir l'optique de faire une stratégie à base d'emprunt pour optimiser tout ça. Qu'est-ce qu'on pourrait faire par exemple? Un truc tout bête qu'on peut faire en déposant de l'Ether, hop on va aller dans Markets, ce serait d'emprunter de l'USDC. Alors on l'emprunte à 1,7% et on va foutre les USDC sur Hyphen, que je vous ai présenté vite fait il y a quelques instants. Alors au maximum je peux emprunter 80 $ d'USDT. Comme j'ai mis de l'Ether en collatéral, il faut que j'évite d'être trop proche du maximum. Parce que si j'emprunte le maximum et que l'Ether se pète la gueule, je vais passer ce qu'on appelle un seuil de liquidation et mes Ethereum vont être vendus pour racheter ce que j'ai emprunté. Alors, si ce que j'ai emprunté, j'ai été le mettre ailleurs, j'ai pas de souci, je pourrais le garder. Ou si c'est toujours dans mon portefeuille, je pourrais le garder. Par contre, si ce que j'ai emprunté, je l'ai remis en collatéral et que je me fais liquider, bah je perds ce que j'ai déposé en collatéral au début, plus ce que j'ai emprunté, puisque ce que j'ai emprunté, c'est remis en collatéral. Moi, je me fais niquer. Faites attention. On va emprunter 40 USDT, on va être sage. Ça veut dire que là, globalement, l'Ethereum, il peut être divisé par 2 et je ne serai pas liquidé. Il faut qu'il soit un peu plus que divisé par 2. Let's go. On emprunte 40 USDT. Hop, c'est magique. J'ai 40 USDT. On va sur Hyphen. On met 40 USDT sur Hyphen. On approuve l'USDT. C'est ce que je vous avais dit. Il vous demande si on fait un infinite ou pas. On ne fait pas d'infinite sur Polygon. Enfin, en tout cas, je vous déconseille très fortement de faire ça. Ce genre de risque à base d'approval, c'est vraiment vachement rare, je trouve, qu'il y ait des problèmes par rapport à ça. Néanmoins, ça peut arriver, et il n'y a pas longtemps, sur le wallet Rabby, justement, ils ont mis une fonction de swap qui est pas disponible pour l'instant parce qu'il y a eu une faille sur le smart contract des approvals. Si jamais vous aviez approuvé quelque chose avec Rabby, et que vous aviez encore de cette crypto dans votre portefeuille, vous vous êtes fait siphonner vos fonds. Donc là, mes USDT, ils sont dans la pool de liquidité. Du coup, j'ai reçu un NFT. Voilà, petit fun fact. Et mon NFT, je peux le staker pour avoir des intérêts en Bico. Alors, j'ai mis 40 $, donc il ne faut pas s'attendre à une merveille. Hein. Je vais avoir 0,017 Bico par jour. Et un Bico, ça vaut 40 centimes en ce moment, peut-être un peu moins. Bref, j'approuve mon NFT. Là, pour le coup, j'ai pas de valeur à sélectionner puisque j'ai que un NFT. Tu swaps des ELK. Après, tu passes sur ELKnet dans le menu à gauche pour les convertir en AVAX. Mais non, ça marche. Alors, je sais qu'ils sont sur 15 milliards de blockchains, ELK. Je vais mettre 3 Matic en ELK. Je te jure, si ça marche, Poudrou, t'es un génie. Transfer Fit ou Avalanche, 4 ELK. Putain, ça a l'air... Oh, ça a l'air faisable. Non, ça, je m'en fous. Le ELK, je compte pas en avoir dans mon portefeuille. Transfert. Sign. Maintenant, je vais choisir Arbitrum. Et je vais envoyer le reste sur Arbitrum. Ah, faut que j'attende 2 minutes. Oh, c'est chiant ça. Avalanche, c'est complété. Tant que c'est pas fait, j'ai mis une réserve. Donc j'ai bien du ELK sur Avalanche et j'ai un peu... Oh, j'ai plus de AVAX maintenant. Je peux payer des frais. Mon Dieu, ce génie. Poudrou, merci. Alors, on va faire un petit résumé. J'étais bloqué sur Avalanche. Je voulais changer un petit peu d'USDT, d'USDC, 3 $, pour avoir plus de AVAX pour pouvoir faire des transactions. Mais forcément, pour faire cette transaction, il me fallait déjà un petit peu de AVAX. J'étais censé en avoir, parce que quand j'avais envoyé mes USDC sur Avalanche, j'ai utilisé Stargate et il me donne de quoi payer des frais de transaction. Mais il m'a pas donné assez. Et comme il m'a pas donné assez, j'étais niqué. Donc, Poudrou est passé par là et s'est dit, faut que je l'aide. Regardez le pauvre, il va faire une dépression, il a l'air d'être déjà bad. Allez, on va l'aider. J'étais sur elk.finance et j'ai échangé du Matic contre du ELK. Ok ? Donc j'ai échangé j'aurais pu échanger n'importe quoi, parce que sur Matic, j'avais de quoi payer mes frais de transaction. J'aurais pu aussi passer par une autre blockchain sûrement, Gnosis, j'avais de quoi payer mes frais sur Gnosis, et peut-être d'autres blockchains, peu importe. J'ai échangé des Matic contre du ELK, et quand on a un petit peu de ELK, on peut les échanger contre des ELK sur une autre blockchain. Donc de base, là si je veux envoyer 10 ELK sur Avalanche, je vais pouvoir le faire. Mais si je fais ça, là, si je passe la transaction, en fait, je vais envoyer 10 ELK et je vais recevoir 10 ELK sur Avalanche. Mais là, on peut cocher la petite case pour en convertir 2 d'ELK contre le token là-bas pour payer des frais de gaz. C'est magique. On va aller sur la blockchain Gnosis parce que, rappelez-vous, j'ai utilisé TransferTo pour envoyer des XDAI là-bas. On sera pas emmerdé sur Gnosis, c'est magique. Bah tiens, je vais rester sur Debunk et je vais vous montrer un truc, c'est DeFi List. Bon, ceux qui sont habitués au live, vous connaissez déjà.
C'est trop bien debunk, c'est magique. Donc on peut voir en fait ce qu'il y a sur la blockchain Gnosis et on peut voir ça sur plein d'autres blockchains. Et nous, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est Agave et SushiSwap. On se connecte à Agave et Agave, vu son nom, vous vous doutez bien que c'est une copie de pas n'importe quel projet, hein. C'est une copie de AAV. Ah, voilà, ils ont juste mis un G entre les deux. Hein. D'ailleurs, le sirop d'agave, c'est un super sucre. Achetez-en. On va déposer du XDAI parce que j'ai du XDAI. On va en déposer 75, ça m'a l'air pas mal. Comme ça, il va me rester 25 $ de côté. Ok, je dépose 75 XDAI. Pourquoi il m'a pas demandé de les approuver? Parce que le XDAI, c'est la crypto avec laquelle on va payer les frais de transaction. Et du coup, on n'a pas besoin de l'approuver. Hein. C'est pareil sur toutes les blockchains. Le Matic, on ne l'approuve pas. L'Ethereum, on ne l'approuve pas sur Ethereum. Le BNB sur la Binance Smart Chain, on ne l'approuve pas. Donc on se met à 1.6 GWay parce que c'est pas congestionné comme blockchain. En tant qu'à faire, payons le moins cher possible. Gnosis, c'est une blockchain incroyable. Les transactions, elles coûtent même pas 1/10 de centime. Et en plus, les transactions sont en stablecoin. Alors, c'est pas la blockchain où on a le plus de choses à faire, mais c'est sympathique. Alors, ma strat sur Gnosis, j'en ai déjà parlé dans un live il y a quelques semaines. Ce qui est ouf, hein, c'est que cette stratégie, elle est encore faisable et elle fonctionne du feu de Dieu. Donc là, je dépose 75 $ et je vais emprunter. Attendez, ils sont en collatéral? Voilà, ils sont en collatéral. Donc, comme ils sont en collatéral, ça veut dire que je peux emprunter. Je peux emprunter dessus et je vais emprunter du GNO. Alors, je vais emprunter 25 $ de GNO. Le problème, c'est que je ne sais pas combien ça vaut 25 $ de GNO. Pas de problème, on a CoinGecko qui est là pour nous aider. Alors, au début du live, j'avais dit un petit peu du mal, entre guillemets, de CoinGecko, ou plutôt qu'il fallait comprendre en fait ce qu'on voyait sur CoinGecko. Mais ça, cet outil, il est très utile. Hein. Si je mets 25 USD, hop, je vois quelle quantité ça fait en GNO. Alors, pour faire ce genre de stratégie, je vous conseille de emprunter un petit peu plus. Donc, on va emprunter 0,23. Merde, c'est pas là, c'est là. 0,23. Comment ça, j'ai pas assez de collatéral? Bien sûr que si, j'ai assez de collatéral. F5. Voilà, 0,23. On emprunte. Évidemment, il ne m'a pas demandé d'approuver encore une fois parce que quand on emprunte, on n'a pas besoin d'approuver. Hein. J'en ai pas déjà dans mon portefeuille du GNO. C'est pas parce que j'emprunte du GNO que ma stratégie, elle fonctionne qu'avec cette crypto-là. Il faut faire un petit peu ses recherches et on pourrait trouver des variantes sur d'autres blockchains avec d'autres cryptos. Mais la stratégie de base, en fait, c'est de venir déposer du collatéral en stablecoin et d'emprunter une crypto pas stable par-dessus. Mais vous allez voir, c'est pas fini. On essaye de faire des stratégies safe, même si on est en bear market, voire même en phase d'accumulation, je dirais. Ça bouge moins sur les marchés, mais vaut mieux être prudent. Ayez un yield factor au-dessus de 2. Ou allez, au pire au-dessus de 1,90, mais évitez de descendre en dessous. À part des cas spéciaux où vous déposez des stablecoins et que vous empruntez des stablecoins. Là, vous pouvez resserrer un peu, mais dans cette stratégie, yield factor 2. Pourquoi j'ai choisi le GNO? Sur Sushi, si on va dans le onsen menu, d'ailleurs maintenant, si on clique dessus, il ne se passe plus rien. Ils sont en train de changer en fait leur interface utilisateur. Du coup, il faut changer manuellement l'URL ou attendre. Bah voilà, des fois il faut attendre, mais j'aime pas attendre. Du coup, moi, pour atterrir sur cette page, je changeais manuellement l'URL. Je savais même pas que c'était possible en attendant, je l'ai découvert en même temps que vous. Bref, vous voyez, on a une pool de liquidité GNO XDAI. Comme par hasard, les deux cryptos dont je vous parlais tout à l'heure. Pourquoi j'ai 100 XDAI sur Agave? Pourquoi j'ai déposé 75 $? Parce que j'en ai gardé 25 justement dans mon portefeuille. C'est pour ça que je voulais chercher à emprunter 25 $ en GNO. Parce qu'il va me falloir 25 $ de XDAI et 25 $ de GNO. J'aurais dû dire ça avant, mais c'est pas grave. On va sur Sushi, on va sur le GNO XDAI, liquidité, on ajoute du GNO XDAI. Hop, c'est magique, je vais pouvoir déposer. Alors, le GNO, est-ce qu'on l'approuve à fond? Je pense pas en avoir trop dans mon portefeuille, mais dans le doute, on va faire un approuvo là, genre 0,5. Hop, un peu plus que ce que j'ai dans mon portefeuille, on sait jamais. Le XDAI, encore une fois, pas besoin de l'approuver. 25 XDAI, du GNO. Et ça va être marrant. La semaine prochaine, en fait, je vais laisser toute cette stratégie et la semaine prochaine, on va voir ce que c'est devenu. Confirmons l'ajout de liquidité, voyez-vous. Mes cryptos sont déposés sur Sushi. Mais pour l'instant, elles sont dans la pool de liquidité. C'est-à-dire que j'ai échangé mes GNO et mes XDAI contre des LP tokens. Ces LP tokens, à leur tour, je vais aller devoir les déposer aussi. Comme ça, ils vont commencer à me faire des intérêts. Et du coup, comment savoir combien on fait d'intérêts sur nos cryptos? J'ai fait un outil pour ça. Donc, j'ai déposé 75 $, j'ai emprunté 25. Et dans la pool, j'ai 50 $, parce que j'ai 25 de XDAI et 25 de GNO. Ensuite, à côté, vous mettez les intérêts qu'il y a en ce moment. Alors, il y a 50% d'intérêt à peu près sur le GNO XDAI, donc dans la pool de liquidité. Quand on dépose du XDAI sur Agave, on a 0,7% d'intérêt. J'arrondis toujours un petit peu en bas, ou vraiment très proche quand c'est un petit peu en dessous.
Et le GNO, quand on l'emprunte, on est payé. Il y a un moins devant, mais croyez-moi, on est bien payé 3% à l'emprunter. Parce que vous payez en fait 0,81% d'intérêt à rembourser, mais vous avez des incentives, donc 4% d'intérêt quand vous empruntez des GNO. Donc là, le 3%, il est bien, on est payé. Donc, les intérêts qu'on a sur Agave, sur le XDAI, c'est 0,7%. Si on met ces 100 $ sur Agave, bah, du coup, on a 100 $ à 0,7%. Mais si on fait ma stratégie, on a 25% d'intérêt sur des stablecoins. Parce que moi, je me suis exposé vraiment qu'avec 100 XDAI. Et ça, j'avais montré déjà d'autres stratégies similaires, mais on peut en faire sur Polygon et tout. Mes LP tokens sont dans mon portefeuille. Je vais staker mes liquidités. Alors là, les LP tokens, je pense pas en avoir tout le temps dans mon portefeuille, donc je vais les approuver à l'infini. Le risque est vachement faible d'approuver un LP token, à part si c'est un truc que vous gardez dans votre portefeuille. D'ailleurs, quand il y a des commentaires sur la rediff, je vais y répondre. Donc n'hésitez pas, hein. Si vous regardez la rediff et que vous avez, des questions, j'y répondrai. Donc voilà, on a mis en place la stratégie sur la blockchain Gnosis. J'ai peut-être pas fait tout ce qu'on pouvait faire sur la DeFi, mais on a vu pas mal de choses. J'espère que ce petit live vous a plu, que vous avez appris des trucs. On va se retrouver la semaine prochaine, mardi, et on va retirer toutes les stratégies, et on verra. Peut-être qu'on fera d'autres trucs encore, ou peut-être que je vais tout renvoyer sur mon compte Binance à l'origine. Et du coup, on va voir aussi ce que mes carabistouilles m'ont fait perdre en frais. Genre, j'avais 500 $ de base. Combien je vais renvoyer sur Binance? 490, 480. Combien, en fait, je vais pouvoir vous estimer combien ça vous coûte de tester la DeFi par vous-même si on fait ça. Ça peut être sympa. On verra bien. Merci beaucoup d'être resté jusque-là. Ça me fait énormément plaisir. Ça y est, c'est fini. C'est fini. Allez, bisous.